Bonjour tout le monde, je suis dans ma série de vidéos pour expliquer mon case laboratoire et je suis rendue à incertitude. Donc, dans le document sur les incertitudes, je commence par vous définir l'incertitude absolue versus l'incertitude relative. Incertitude absolue, c'est celle qu'on met d'habitude après le plus ou moins, de manière facile de l'expliquer. Alors que l'incertitude relative va être exprimée en pourcentage. En pourcentage, il n'y a plus d'unités. Incertitude absolue, elle apporte les mêmes unités que la valeur. Donc, l'incertitude absolue exprime vraiment les limites de la possibilité de minimum à maximum, alors qu'incertitude relative va plus tard être utilisée pour décrire la précision d'un résultat. Quand on a besoin de calculer une incertitude d'une valeur mesurée au laboratoire, il y aura plusieurs facteurs à prendre en considération. En fait, l'incertitude absolue de notre mesure totale va être calculée en additionnant les différentes sources d'incertitude, toutes celles qui s'appliquent. Donc, dès qu'on a un instrument de mesure, on devrait avoir une précision et une justesse de l'instrument de mesure, habituellement donné par le fabricant. Le manque de précision, c'est vraiment l'erreur qu'il faut faire, l'incertitude qui est donnée ou l'erreur qui est donnée en arrondissant. Dès qu'on a une lecture de quelque chose, il faut aller décider si, quand c'est quelque chose de gradué, si je m'en vais à la graduation de gauche ou de droite. Quand c'est un instrument qui est numérique, l'instrument a dû arrondir au chiffre supérieur ou au chiffre inférieur. Donc, ça, c'est la précision de l'instrument. Ça va vraiment toujours affecter la dernière décimale de la mesure, que ce soit quelque chose qui est affiché sur le cadran ou que ce soit quand on arrondit avec les graduations. On devrait pouvoir déterminer que c'est précis à la moitié de la petite graduation parce que c'est là qu'on a décidé d'aller d'un côté ou de l'autre. Le manque de justesse de l'instrument, c'est le fait que notre instrument de mesure n'est pas exactement, c'est impossible que ce soit exactement la valeur du standard international. Donc, 1 mètre ou 1 centimètre sur ma règle, c'est probablement pas 1 centimètre exactement le standard international. Il y a une petite, légère différence qui est inévitable. Dès qu'on crée plusieurs instruments de mesure, ça ne se peut pas qu'on aurait créé parfaitement le mètre ou le centimètre ou 1 ampère ou exactement quelque chose, c'est impossible à recréer parfaitement. Donc, si ça affecte chaque unité de mesure, ça va s'additionner au fur et à mesure que ma valeur a beaucoup de ces unités de mesure-là. Si j'ai mesuré 20 volts, ben à chaque volt, donc j'ai 20 fois la petite variation sur 1 volt. C'est pour ça qu'on l'exprime en pourcentage et que ça va devoir être multiplié par la valeur qui est lue. Des fois, on peut avoir des valeurs qui sont lues qui sont négatives. On veut toujours avoir des incertitudes et des contributions d'incertitudes positives pour additionner. On ne peut jamais diminuer une incertitude en considérant une nouvelle source. Donc, il faudra toujours prendre la valeur absolue si on a besoin de multiplier par une valeur négative. L'incertitude statistique ou de fluctuation, donc deux concepts différents qu'on va calculer de la même manière, qui ne seraient pas nécessairement toujours calculés de la même manière. La fluctuation, ça va être si on a une valeur qui change. Donc, on lit une fois la valeur, on essaie de lire la valeur, mais on est obligé de prendre une certaine valeur moyenne. On a des valeurs qui changent, soit visuellement, soit numériquement, on voit des valeurs qui changent. Fait qu'on va aller regarder entre quelle et quelle valeur, c'est quoi les valeurs maximales et minimales qu'on est capable de déterminer pour déterminer la fluctuation de cette valeur-là. Statistique, c'est quand on prend plusieurs fois la même valeur et qu'on fait une moyenne. Normalement, une incertitude statistique ne se calculerait pas par l'écart maximal. On aurait l'écart type, puis je pense qu'il existe d'autres manières aussi, sauf que pour ça, ça prendrait minimum 30 fois la même mesure. Pour que l'écart type devienne statistiquement valable, ça prend minimum 30 fois la même mesure, puis même ça, c'est pas tant que ça. On ne prend pas vraiment le temps en laboratoire de répéter 30 fois la même mesure. Maximum, je pense qu'on le fait 5 fois pour certaines expériences, puis c'est le plus. L'écart type ne veut pas dire grand-chose dans ce temps-là, pas assez significatif statistiquement, on n'a pas assez de valeur pour que ce soit pertinent. Donc, on vous le fait calculer par l'écart maximum. On prend la plus grande valeur possible entre les 5 qu'on a lues, moins la plus petite, puis on divise ça par 2. Ça fait en sorte que toutes nos valeurs, on sait que toutes nos valeurs sont comprises à l'intérieur de cet intervalle-là. Pourquoi c'est pas bon quand on a beaucoup de valeurs? Mais en tant que tel, plus je prends de valeur, plus je risque d'avoir une valeur qui tombe à l'extérieur de cet écart-là. Donc, plus je prendrais de valeur, plus mon écart, donc mon incertitude statistique, serait grande, ce qui devrait être l'inverse. Plus je prends beaucoup de valeur, plus elle devrait être concentrée vers le centre qui serait ce qu'on interprète souvent comme la bonne valeur.
Alors que là, ce ne sera pas le cas. Notre incertitude de statistique va augmenter. Donc, c'est pas la vraie manière, c'est pas une vraie manière de calculer une incertitude statistique quand on a vraiment des statistiques qu'on est capable d'utiliser sur nos valeurs. C'est vraiment au point de vue pédagogique pour vous dire que l'incertitude statistique existe, qu'on est capable de calculer une incertitude quand on prend plusieurs fois la même valeur pour augmenter augmenter la fiabilité de cette valeur-là. Mais je peux tout de suite vous dire que ça ne devrait pas pour vrai être calculé comme ça dans une vraie expérience qui a été répétée suffisamment de fois. Par contre, ce qu'on vous apprend, c'est que les statistiques vont contribuer à l'incertitude sur une mesure. Ça vaut la peine. Ça, c'est vrai. Autre source d'incertitude, manipulation. Et ça, c'est quand on en a besoin selon le contexte. Donc, c'est l'incertitude qui est peut-être là le moins souvent possible. Pas le moins souvent possible, mais qui revient peut-être le moins souvent, surtout dans le cours d'électricité-magnétisme, parce qu'on n'a pas beaucoup de manipulation en tant que tel. Notre voltmètre, il est branché ou il n'est pas branché. On aura un laboratoire dans lequel on va en avoir besoin. On aura un chronomètre déclenché à la main. Donc, là, on aura un temps réflexe à considérer dans une de nos expériences. Mais sinon, en tant que tel, il n'y a pas beaucoup de manipulation quand c'est des instruments branchés dans un circuit. Au laboratoire, nos incertitudes dues à notre multimètre sont décrites. En fait, ça, c'est les valeurs données par le fabricant. Donc, on a la précision et la justesse. Donc, si je l'ai répété, il faut additionner les différents termes. Donc, quand je parle d'incertitude du voltmètre, due au voltmètre, c'est précision plus justesse qui a été multipliée correctement par la valeur qui a été vue. Même aussi, précision plus justesse, ainsi de suite. On aura du quadrillage à utiliser, ça va être notre règle. On aura un chronomètre à utiliser, donc on va avoir ce même type de considération-là. Quand on va devoir faire des propagations d'incertitude, donc l'incertitude sur une valeur qui a été calculée et non mesurée, on pourra procéder par les règles simples, addition et soustraction, donc des petits rappels. Peu importe qu'on additionne ou qu'on soustrait deux valeurs, l'incertitude absolue est donnée par la somme des incertitudes absolues des deux valeurs qui ont été soustraites ou additionnées. Quand on a une multiplication, ce qu'on additionne et ce qu'on obtient aussi, c'est l'incertitude relative. Donc, si j'ai une division A sur B, mais ce sera la même chose pour A fois B. Mon incertitude absolue va être donnée par la somme des incertitudes relatives, mais multipliée par la valeur de C qui a été calculée. Les puissances, en fait, c'est juste un cas de multiplication répétée par la même valeur. Et ça revient, donc, la réaction avec le N pour l'exposant, mais on pourrait la retrouver à partir de l'autre précédente. Parfois, on aura besoin d'utiliser la méthode des extrêmes. En fait, on va le faire surtout quand on ne peut pas utiliser les règles simples parce que ce qu'on fait, ce n'est pas une addition ou une soustraction, une multiplication ou une division, ni une puissance. On aura éventuellement un logarithme. Donc, on aura besoin de calculer l'incertitude. En fait, on aura besoin de calculer l'incertitude d'une valeur calculée par un logarithme. Pour ça, on devra passer par la méthode des extrêmes. Et pour ça, j'ai fait un autre document, exemple incertitude extrême, qui ne vous donne pas exactement le calcul qui sera fait avec la méthode des extrêmes parce que ce serait trop facile. Ça vous donne un exemple similaire avec une autre fonction pour laquelle il n'y a pas de règle simple, qui est une fonction sinus. Donc, les extrêmes, ça pourrait être nécessaire dans le cas d'un sinus, d'un cosinus, tangente, d'une exponentielle, d'un logarithme. Et je pense que ça fait pas mal le tour. Donc, si j'ai un exemple avec ma fonction sinus, il y a aussi une multiplication, mais ce n'est pas la partie importante à regarder dans cet exemple-là. Et je vous dis, ce ne sera pas un sinus, ça va être un logarithme qui va venir éventuellement. C'est mes rappels pour les incertitudes.